Je suis Karina Dubois, adjointe au directeur à l'unité de santé internationale de l'École de santé publique. Ça me fait plaisir d'animer la rencontre aujourd'hui qui se tient dans le cadre de la semaine de carrière de la santé publique. Alors, cette première activité, nous recevons des personnes qui soit sont diplômées ou soit œuvrent dans des organisations qui travaillent en santé internationale. Nous recevons Carole Bodker de Médecins sans frontières, Madame Kimber Leclerc de l'appui aux étudiants à l'Université de Montréal et également Madame Féo de, excusez-moi, une diplômée mais qui de l'ESN. Alors, pour le déroulement de l'activité, chacun va présenter son parcours, vous donner des informations sur les stages, parce que c'est un peu ce qui vous intéresse aujourd'hui. Nous allons avoir une période de questions à la fin. Et avant de commencer, je passe la parole à Pierre Fournier, le doyen de l'École de santé publique. Merci Karina et bonjour tout le monde. Vous me permettrez d'abord de remercier Karina et Marie-Ève aussi d'avoir organisé cette journée et toute la semaine qui va s'en suivre. Et bien sûr, merci beaucoup à nos invités. Il me reste maintenant 4 minutes 30 et on m'a demandé de parler un petit peu de deux choses. D'une part, un peu mon parcours, parce que vous allez voir que moi je m'inscris très bien dans la logique de l'internationalisation de l'école dont on parle, et aussi de vous parler de la place que l'international occupe à l'école. Alors, juste quelques chiffres, voyez-vous. Vous êtes actuellement 704 étudiants inscrits à l'Université de Montréal, à l'École de santé publique, pardon. Et sur ces 704, nous en avons 186 qui sont des personnes avec des statuts d'immigrants, donc nés à l'étranger, représentant 48 nationalités. Et nous avons 67 étudiants non inclus dans les 186 précédents qui sont ici avec des visas d'étudiants. Donc vous voyez déjà que par la composition de notre clientèle étudiante, on est déjà très internationaux et très cosmopolites. Vous savez aussi que nos programmes, soit des programmes de santé mondiale, soit d'autres programmes, sont des programmes qui sont très internationalisés. Et je peux vous dire qu'une des priorités de l'école, c'est l'internationalisation, donc de vous favoriser à l'occasion de votre formation un séjour ou une expérience dans un contexte qui est approprié. Bon, maintenant c'est la partie un peu plus difficile parce qu'on m'a demandé de parler un peu de moi et de mon expérience. Alors, je dois vous dire qu'il y a longtemps, puis je dois même faire une confession, c'était il y a 36 ans. Il y a 36 ans, j'étais à votre place de l'autre côté. J'étais un étudiant en santé communautaire, du programme de médecine sociale et préventive à l'époque. Donc c'est il y a longtemps, vous avez vu, ça m'a pris 36 ans pour devenir doyen. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens plus vifs que moi qui mettront moins longtemps avant de devenir doyen. Pourquoi je suis venu à l'Université de Montréal? Moi, j'ai toujours eu deux intérêts, ça reste mes intérêts, à la fois de travailler à l'international et aussi, je dirais, l'université. J'ai toujours pensé que l'université était un haut lieu de savoir, d'intelligence. 36 ans après, je le pense toujours, peut-être avec quelques nuances à certaines occasions. Vous voyez? Donc moi, avant de venir étudier ici, j'avais déjà de l'expérience, j'avais déjà travaillé comme médecin de district dans un pays en Afrique dans les années 70, et j'étais venu ici parce qu'il me semblait que déjà à l'époque, la formation qu'on offrait était vraiment une formation qui me permettrait de travailler à l'international dans des contextes très différents. C'est ce qui s'est passé parce qu'après ma formation, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une organisation internationale, la Banque africaine de développement. J'étais basé en Côte d'Ivoire à l'époque. Et après ce séjour-là, les choses ont bien coïncidé parce que l'université, en fait à l'époque on était à la faculté de médecine, voulait développer son secteur international. Donc j'ai été recruté pour développer ce qui après a été l'unité de santé internationale et ainsi de suite, et qui m'a permis de combiner, si vous voulez, à la fois d'être dans un milieu académique, mais de toujours avoir un pied aussi à l'international, ce
Ce qui veut dire que même depuis les 36 ans où je suis ici, non, 30 ans, pardon, à l'Université de Montréal, j'ai toujours eu des projets, des activités dans différents pays dans le monde. Voilà. Maintenant, peut-être, je voyage un petit peu moins, mais je l'ai beaucoup fait dans le cadre de ma carrière. Voilà. Alors, je vais laisser la parole aux autres personnes qui vont vraiment parler de leur cheminement et de leurs expériences. Et puis, le message avec lequel je veux vous laisser, c'est que vous qui êtes intéressé à une dimension internationale dans votre carrière, vous êtes à un endroit qui est approprié, et de notre côté, nous ferons tout ce qui est dans notre possible pour favoriser le démarrage d'une carrière à l'international. Merci. Merci Pierre. Bon, ça va être à mon tour. Je vais demander à ma collègue Myriam de bien me contrôler parce que je peux parler tellement contente de tout et de rien. Alors, je suis également un produit, moi, de l'Université de Montréal. J'ai fait un bac en ergothérapie. Et pour travailler un peu quand même dans le domaine, puis par la suite, je me suis inscrite à la maîtrise en administration de la santé. J'ai pu obtenir une bourse du BCEI, qui existe toujours d'ailleurs, à noter, qui est le Bureau canadien d'éducation internationale, et qui m'a permis de faire un stage à l'étranger. La bourse couvrait une période de 4 mois. Ça vaut la peine que je vous raconte un petit peu mon expérience par rapport à ça. Je devais faire un stage sur le développement des ressources humaines à Madagascar, sur un projet que menait l'Unité de santé internationale à l'époque. Donc mon directeur de maîtrise était Lucien Albert, avec un des professeurs que vous connaissez, Lambert Farran. Et puis on a monté le stage, j'ai fait ma demande de bourse, j'ai obtenu la bourse. Et à ce moment-là, le projet que l'Unité de santé internationale avait à Madagascar a été revu. À l'époque, c'était Madame Henriette, on ne peut pas prononcer son nom de famille en malgache. Donc c'était Madame Henriette qui était en train de revoir sa programmation et qui avait planifié tout ce qui devait servir à la réforme de son système de santé. Donc elle avait fait, on parle encore de son tableau avec ses petites cases, elle a demandé à chacun des partenaires de s'inscrire à l'intérieur de cette programmation. C'est-à-dire, oui, vous voulez coopérer, vous voulez nous appuyer, et vous devez alors respecter les besoins du ministère de la Santé. Et il n'y a pas eu entente avec le Bureau de la Banque mondiale et le ministère de la Santé. Alors, les activités de la Banque mondiale se sont arrêtées là pendant un certain temps. Donc, du coup, je me suis retrouvée sans stage à l'époque. Je ne savais pas parce que j'étais naïve et toute nouvelle dans le monde du développement. Pour moi, ça m'apparaissait tout à fait normal que le ministère se positionne, c'est des fonds qu'il a empruntés et qu'il demande à ses partenaires de l'appuyer. Mais j'ai entendu par la suite dans la carrière que ça a été un exploit, que c'est quelque chose que devraient faire la plupart des ministères de la Santé et des gouvernements. Mais bon, ça demande quand même beaucoup de culot et une grande volonté, je dirais, politique de pouvoir refuser ou de pouvoir en tout cas trouver le moyen d'harmoniser les interventions dans les pays où on travaille. Alors, pour ne pas perdre ma bourse, on a réorienté ça, toujours dans le domaine des ressources humaines, parce que c'était le sujet qui m'intéressait, en Guinée, où je devais faire l'analyse du plan de déploiement des ressources humaines qui avait été fait 5 années plus tôt. Ce n'était pas un projet, non, c'était pas dans le cadre d'un projet, c'est une activité qu'on a organisée avec le ministère de la Santé directement. Donc je suis arrivée en Guinée pour réaliser ce stage, mais ce n'était pas dans les mêmes conditions qu'on a actuellement, c'est-à-dire que je n'étais pas en contact régulièrement avec mon directeur de stage, puisqu'on ne pouvait que communiquer par je m'ai oublié le mot. Il y avait du courrier encore papier, là, on postait des lettres, ça arrivait 2-3 mois après, mais sinon c'était par téléx.
Donc, oui, j'ai connu cette période-là. Donc, il a fallu que je me débrouille avec les outils que j'avais. On n'avait même pas de documentation. Tant bien que mal, j'ai terminé mon stage et puis et mes cours. Et par la suite, une fois graduée, j'ai pu bénéficier du programme des jeunes professionnels que l'ACDI à l'époque, maintenant le ministère des Affaires extérieures, gère toujours. Donc, ce programme existe si vous êtes intéressé à avoir les bourses qui s'offrent pour les jeunes professionnels sans expérience. Alors, j'ai pu obtenir à ce moment-là un 6 mois, donc de possibilité pour l'organisation pour laquelle je travaillais, qui était l'Unité de santé internationale, de pouvoir me mobiliser sur des projets existants. Je suis toujours restée en Guinée, toujours au niveau des ressources humaines. On a travaillé sur une politique de main-d'œuvre et un peu du développement des plans de carrière à ce moment-là pour les professionnels de la santé. Je faisais partie d'une équipe. C'est sûr qu'en tant que junior, c'était plus facile pour moi et pour l'organisation aussi de m'impliquer. Et j'étais responsable de mettre en place la banque de données du personnel de la santé pour tout le pays. Donc, ça a été une très, très belle expérience. Puis, par la suite, c'est certain qu'une fois qu'on est impliqué dans un projet, on est en contact avec d'autres bailleurs de fonds, d'autres institutions, on se fait connaître également, on peut travailler, mettre en place un réseau. Ça m'a permis d'avoir quelques mandats de consultation de courte durée, quand même, mais en Guinée, oui, dans le domaine des ressources humaines, mais également dans les pays limitrophes, comme au Sénégal, par exemple. Par la suite, bon, là, le contrat sur lequel je travaillais s'est terminé. Puis, l'USI était en train de finaliser un contrat pour appuyer la réforme hospitalière au Maroc. Je devais partir 2 ans comme coordonnatrice de projet. Puis, ce qui est arrivé, bon, entre les deux, il y a eu un changement de ministre et le nouveau ministre a remis en question l'octroi du contrat. Donc, il a voulu le resoumettre à la compétition. Il y a eu beaucoup de négociations, c'est entendu, mais avec un projet un petit peu plus réduit. Donc, le poste que je devais occuper a été coupé. Donc, je suis revenue bredouille à Montréal, sans emploi, après presque 2 ans de séjour en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'était pas facile. On est en contact avec des expériences tellement enrichissantes. On travaille dans des domaines complètement nouveaux. On a l'impression de répondre à des besoins beaucoup plus grands que nous. Puis on revient à Montréal, on n'a plus rien, on a un diplôme dans notre poche, on n'a pas de contact, on n'a pas... Donc c'était un peu difficile à ce moment-là, mais j'étais toujours en contact avec l'Unité de santé internationale. Puis j'ai eu l'opportunité de faire un remplacement et d'être impliquée dans la formation des sciences infirmières, donc pas à l'international, mais pouvoir me trouver un poste en attendant à l'Université de Montréal dans le cadre de la formation de paramédicaux. J'ai eu ma chance, il y a eu un poste qui s'est ouvert en coordination à l'Unité de santé internationale, et puis j'ai été impliquée au suivi du projet Maroc pour lequel mon poste avait été coupé sur le terrain, mais j'ai été impliquée dans des projets en Haïti surtout. Donc depuis 2001, j'ai fait de la coordination de projets. En Haïti, nos activités concernaient davantage la formation de gestionnaires pour la santé. Donc on a développé et mis en place un programme de DESS en gestion de la santé. Ce programme s'est développé en partenariat avec la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti, mais également ici le département d'administration. Oh, 2 minutes. C'est dommage. J'allais passer un peu plus rapidement. Ce qui peut être intéressant également, parce qu'il y a des étudiants ici à la maîtrise et au doctorat, dans le cadre d'un des projets qu'on a eu en Haïti, qui était un projet de renforcement des capacités un petit peu plus large, on a pas encadré, mais on a pu faciliter le terrain de certains étudiants au doctorat.
Donc, de faciliter les contacts, de pouvoir trouver des façons de les héberger, faciliter la collecte de données, etc. Puis, dans les 3 personnes qui faisaient leur doctorat que j'ai vu passer, les 3 ont des emplois actuellement, et des bons emplois, alors c'est quelque chose d'assez optimiste. Depuis 2012, je suis adjointe à la direction. J'ai pris ce poste, là, vous allez me dire pourquoi quitter le terrain, c'est un si beau poste. Vous avez raison, mais en même temps, je pense par mesure de stabilité, parce que c'est un domaine qui... il y a peut-être moins de financement depuis les dernières années. Donc c'est un choix familial également, parce que si vous voulez faire de l'international, ça vient également avec certains sacrifices et un style de vie qui est différent de ce que peut donner d'autres emplois. Il n'y a pas de stabilité, peu importe les emplois qu'on occupe, mais celui-là vient avec son lot de particularités. J'aurais peut-être à la période des questions, je vous parlerai un peu plus de l'unité, mais nous recevons des stagiaires, actuellement à peu près 1 ou 2 par session. C'est des personnes qui nous viennent de la maîtrise, généralement, beaucoup plus en administration de la santé, de par les activités dans lesquelles on est impliqué, mais on est ouvert là, depuis aussi notre rattachement à l'école de santé publique depuis 1 an, à ouvrir un peu notre façon de travailler et d'être capable de recevoir plus de stagiaires. Ouais. Et également, non seulement de les encadrer, mais de leur offrir des opportunités là, de financement de stage. Mais vous pourrez venir me voir tout à l'heure et on pourra en parler. Et peut-être quelques conseils. Oui, quelques conseils. Si vous avez l'occasion, parce que vous venez de différents horizons, donc si vous avez l'occasion d'approfondir votre profession, donc un domaine particulier, c'est certain qu'à l'unité, il y a 4 coordonnateurs. On a été beaucoup plus nombreux, mais à cause des conjonctures, on a dû réduire notre équipe. Des profils de généralistes, il y a encore d'autres organisations qui en ont besoin. C'est sûr que c'est ce que l'on souhaite tous, mais si vous avez des profils plus spécialisés, si vous pouvez approfondir des domaines, l'économie de la santé, les ressources humaines, la planification, les finances. Bon, moi, je connais plus l'administration de la santé, mais peut-être en santé communautaire également, la santé maternelle, l'épidémiologie. C'est des domaines dans lesquels vous allez pouvoir vous impliquer peut-être comme consultant ou comme conseiller un peu plus tard, mais ça vous permet également de pouvoir trouver d'autres emplois si ce n'est pas faisable à un moment ou à un autre de votre carrière, de pouvoir travailler au Québec ou au Canada. Je vous dirais aussi d'entretenir votre réseau, de garder contact avec les étudiants. Je ne l'ai pas dit, mais tout au long de ma carrière, soit en Guinée ou en Haïti, on a eu, par exemple, un ministre de la Santé, quelqu'un qui avait étudié avec moi de ma promotion, qui a été nommé ministre quand j'étais en Guinée. On travaillait sur des problématiques de ressources humaines, alors c'est certain que ça a aidé d'avoir ces contacts favorisés avec la haute direction. En Haïti, ça nous est arrivé également, un directeur de l'équivalent d'un sous-ministre, un directeur général, qui était diplômé d'une année après la mienne. Donc ça crée, on ne sait jamais, vous êtes peut-être assis à côté de futurs ministres, ou peut-être vous-même, vous êtes un futur ministre, mais d'entretenir votre réseau avec les étudiants, puis avec les personnes, les professeurs et les personnes que vous rencontrez. Poser des questions aussi, assister à des conférences. Je pense que c'est des bonnes opportunités. Et je terminerai, oui, en vous disant que le développement, c'est bien beau. Au début de ma carrière, j'avais participé à une conférence organisée par la Société canadienne de santé internationale. Puis il y avait une jeune fille qui présentait ses expériences, puis elle avait dit, vous savez, le développement, c'est beau, mais en même temps, il y a des besoins criants tout près de nous. Et il y a des communautés qui n'ont pas accès, comme vous, aux services de santé, etc. Et c'est sûr que pour moi, c'était la santé internationale et je ne voyais pas
en tout cas, j'avais pas d'intérêt à travailler ici, mais en même temps, c'est toujours une voie à entreprendre et une porte à ne pas fermer de travailler pour des communautés moins favorisées autour de nous. Alors, je vous laisse, je suis désolée d'avoir pris déjà 12 minutes et je vais passer la parole à Carole Bolger, qui est épidémiologiste chez Médecins Sans Frontières. Nous allons vous répondre par rapport à votre candidature. Pour ce qui passe la première étape, vous allez avoir un entretien. Et finalement, pour les personnes qui sont retenues avec notre équipe, vous allez participer à une journée de bienvenue. Ça compris aussi une formation pré-départ. Finalement, vous faisiez déjà partie de notre pool de personnel humanitaire de MSF Canada et nous allons vous offrir une mission et vous pouvez partir en mission. Toutes ces étapes se passent plus ou moins en 6 mois. Rarement en 4 mois, pardon, en moyenne 4 mois, et rarement ça peut être un peu plus vite, surtout pour les sages-femmes. Nous avons besoin des sages-femmes, ça peut se passer en 1 mois. Donc, vous avez toujours la possibilité de faire une carrière à long terme, ça c'est votre choix, mais nous avons toujours besoin aussi de nouvelles personnes parce que c'est vous que vous apportez un nouveau regard surtout, et ça, ceci est vraiment important pour MSF. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas encore prêt pour partir ou que vous manque encore certaines expériences, vous pouvez quand même nous appuyer. Lisez-nous sur notre bulletin mensuel, suivez-nous sur Twitter, aimez-nous sur Facebook et vous pouvez aussi devenir des donateurs. Vous pouvez rencontrer plus d'informations sur la page internet. Merci beaucoup encore pour votre attention. Je travaille pour l'Action humanitaire communautaire qui fait partie des services aux étudiants de l'Université de Montréal. Je m'appelle Catherine. Je suis également une ancienne de l'Université de Montréal. J'ai fait mon bac en études internationales de 2007 à 2010. J'ai pris une année sabbatique, puis j'ai fait ma maîtrise à l'École de service social également de l'Université de Montréal et j'ai gradué l'an dernier en spécialisation santé mentale auprès de clientèle adolescente. J'ai travaillé au CLSC de Parc Extension avec des jeunes de différents milieux socio-économiques et culturels en psychiatrie. J'ai moi-même fait une expérience de coopération internationale quand j'avais, la première fois c'était quand j'avais 15 ans. Donc c'était vraiment une ouverture, une découverte de la coopération internationale, c'était à Cuba. Et la deuxième fois, c'était dans le cadre du programme Québec sans frontières, qui est un programme québécois pour la jeunesse de coopération internationale. Je suis allée au Burkina Faso pour 2 mois et on a travaillé en activité génératrice de revenus auprès des femmes qui produisent, transforment le beurre de karité et qui utilisent des profits pour réaliser d'autres activités, notamment soins de santé, aide à la mère et l'enfant, etc. Donc, maintenant, mon mandat avec l'Action humanitaire, je vais juste vous donner un petit peu le profil d'où je travaille pour que vous compreniez un petit peu l'orientation. Les services aux étudiants, c'est l'une des 3 ou 4 grandes branches de l'université. Donc, dans une université, on compte l'administration, l'académique et les services aux étudiants. Dans les services aux étudiants, il y a encore là plusieurs divisions. Vous avez le César, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui est le Centre de soutien à l'emploi et à la carrière. Le CSCP, qui est le Centre de soutien psychologique. Il y a l'aide financière et il y a finalement notre branche à nous qui est accueil et intégration. Donc, dans l'accueil et intégration, le but, c'est vraiment justement d'accueillir et d'intégrer les étudiants sur le campus. Quand on parle d'accueil, ce n'est pas nécessairement les étudiants qui arrivent de l'étranger, c'est tous les étudiants de l'université. C'est sûr qu'il y a plus d'étudiants internationaux qui transitent par nos services parce que je pense qu'il y a plus d'informations qui leur est donnée à leur arrivée à Montréal pour être certain vraiment qu'ils s'intègrent bien sur le campus. Donc, via le bureau des étudiants internationaux, notamment le BEI, tout ça, on a beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent à nos bureaux. Et nous, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on a le mandat de la plupart des activités d'entraide socio-économique sur le campus, comme la campagne des paniers de Noël, le grand bazar étudiant. On a aussi la semaine interculturelle, fait que ça se peut
c'est sûr qu'à Parc, il n'y a pas beaucoup de choses encore qui sont mises sur pied. C'est un nouveau pavillon, mais on a récemment instauré Bonne Boîte, Bonne Bouffe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des paniers de légumes. Donc, toutes ces choses-là sur le campus, on ne sait jamais vraiment trop qui coordonne ça, c'est vous, en fait. Et je viens aussi vous parler aujourd'hui surtout d'InfoStage, qui est un de nos projets, programmes, qui est peut-être le plus individuel dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on offre un service de consultation pour vous aider à vous orienter si vous êtes à la recherche d'un stage ou d'une expérience à l'étranger. Donc, c'est moi qui coordonne InfoStage depuis maintenant, c'est ma 3e année. Ça fluctue, c'est sûr que j'organise différents projets dépendamment de la clientèle chaque année, mais je dirais dans les dernières, c'est plus souvent des étudiants justement internationaux qui viennent me voir. Donc, c'est intéressant que Pierre nous ait introduit le fait que dans la cohorte ici, il y a beaucoup d'étudiants internationaux. À la HC, on a également beaucoup d'internationaux. Donc, j'ai adapté un petit peu mon offre en fonction de cette réalité-là, parce qu'avant, c'est sûr que je référais plus vers les programmes québécois de coopération, mais il a fallu que je développe des contacts avec les organismes qui permettaient aux étudiants non québécois ou n'ayant pas la résidence permanente de partir à l'étranger. Parce que c'est sûr, les programmes comme Québec sans frontières, comme c'est financé par le gouvernement, c'est accessible seulement pour les étudiants canadiens. Donc, la façon que je fonctionne, je vais vous laisser mes coordonnées avant de quitter. Vous me contactez par courriel ou encore par téléphone. Vous pouvez même venir au local. Je vais vous écrire les coordonnées. C'est sûr, je suis à Gendrian, donc c'est peut-être pas nécessairement votre bastion principal. Mais vous pouvez vraiment débarquer à mon bureau. Mon bureau est en plein milieu du local, faute de bureau, mais aussi c'est voulu de cette façon-là pour que ce soit vraiment un service qui ne soit pas trop bureaucratique. Là. Vous débarquez, puis si je suis là, tant mieux, puis on peut jaser. Donc, InfoStage, je vous offre justement une consultation individuelle, mais si vous partez avec des amis ou avec un groupe de collègues à l'université, je peux aussi organiser une rencontre de groupe pour un projet de groupe. Puis sinon, j'organise une rencontre sociale de réseautage par session. Donc, j'invite des organismes de coopération avec qui j'entretiens des liens assez étroits à venir vous parler. La session d'hiver, justement, dans le cadre de la semaine interculturelle, il y a des étudiants, des ex-stagiaires qui sont venus présenter leur expérience. Donc, ça vous permet aussi d'avoir un meilleur contact et de savoir à quoi vraiment vous attendre. Donc, je dirais j'ai à peu près 3, 4, 5 organismes de coopération avec qui vraiment j'entretiens des rapports très étroits. C'est des gens que je connais bien et qui sont très flexibles dans leur offre de stage parce que j'ai des étudiants qui viennent me voir qui n'ont jamais mis le pied à l'extérieur du Québec. Il y en a qui ont voyagé beaucoup. Il y en a qui veulent une expérience très encadrée, juste, mettons, avoir à donner un certain montant pour que tout soit pris en charge. Et il y en a d'autres qui veulent développer leur projet de A à Z. Donc, j'ai toutes ces options-là à vous présenter lorsque vous venez me voir à mon bureau. En moyenne, on parle de 8 à 10 mois de préparation pour un stage de coopération. Il y a des choses qui se font un peu plus à la dernière minute si vous choisissez justement l'option clé en main avec certains organismes. On parle d'environ 3 mois l'inscription avant le départ. Fait que là, on est en mars. Si vous voulez partir, disons, en juin, il faudrait passer à mon bureau quand même bientôt pour qu'on puisse vous organiser ça. Mais si c'est pour l'été prochain, là, on a beaucoup plus d'options, puis on va avoir le temps vraiment de construire un projet de stage intéressant pour vous. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Peut-être que je vais garder le reste pour la période de questions et surtout vous donner mes coordonnées pour que vous puissiez me contacter. Merci. Donc, ça me fait plaisir de représenter l'Abbé James et l'école de santé publique volet bioéthique. Ça va être très rapide comme présentation, mais je vais être ici pour des questions après. Donc je m'appelle Adelina Fléau, je suis directrice des services professionnels, paramédicaux et assurance de la qualité pour le conseil CRI de l'Abbé James. Ça fait 10 ans que je suis avec le conseil CRI. Donc en 2005, mon mari et moi ayons fait le tour du réseau à Montréal, avons décidé de tenter notre chance pour une nouvelle expérience.
J'avais toujours voulu faire justement de la coopération internationale, mais rendu là, on avait une maison, on avait un bastion à Montréal, la famille était ici, alors on a décidé pourquoi pas aller près de chez nous, sur notre territoire. Alors, lui et moi avons postulé pour des postes à Chessiby à la Baie James et on est montés tous les deux en 2005. Donc, moi, je suis ergothérapeute de formation. Le poste était en ergothérapie à ce moment-là. Après 2-3 ans, j'ai appliqué pour un poste de coordonnateur local. Et depuis 4 ans maintenant, je suis directrice des services professionnels. Le lien avec la bioéthique, mais c'est facile, j'en fais tous les jours de la bioéthique dans le contexte du comment faire pour bien faire. Au niveau de la gestion des services de réadaptation, de nutrition, des services psychologiques en santé mentale aussi, on en fait de tout le temps. C'est quoi la bonne chose à faire, comment on se donne des principes, comment on regarde les valeurs qui sous-tendent ce qu'on fait. Donc, pour ceux qui sont en bioéthique, des fois, il faut penser à une autre option. Peut-être qu'on ne fait pas de la bioéthique pure, mais ça s'intègre tellement bien à plusieurs pratiques, même si on n'est pas gestionnaire, même si on n'a pas fait des études en gestion, ça peut s'inscrire très bien dans différents profils administratifs aussi. Juste pour vous donner une petite idée de la description de la baie James, c'est un territoire qui couvre à peu près le quart de la province. C'est la grosseur à peu près d'un pays moyen en Europe. Donc, c'est un gros territoire qui compte à peu près 16 000 bénéficiaires de la Convention de la baie James. Donc, à peu près 16 000 à 17 000 CRI. Et c'est pour revenir à ce que vous disiez, pas besoin d'aller loin parfois pour faire quelque chose de différent puis de se dépayser un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'on garde quand même notre même monnaie, on a quand même des repères au niveau du système de santé qui est relativement similaire. Mon mandat d'assistance de la qualité me rattache au département de santé publique aussi, donc on est tous sur le même chapeau. Beaucoup de santé publique qui se fait sur le territoire également parce que justement, il y a une question de diabète, question de santé mentale, question de tous les déterminants de la santé qui sont vraiment importants là, par rapport à la prévention des maladies chroniques. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là, côté prévention. Donc, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais juste vous laisser sur une chose qui est que j'ai appris, une des choses que j'ai appris et que j'apprends encore par rapport au peuple autochtone. Je pense qu'après 10 ans, je me rends compte que je connais toujours très peu de ce qui anime les CRI. Puis à quel point on connaît très peu les peuples qui vivent au Québec, juste à côté, qui sont nos co-citoyens, puis leurs enjeux au niveau de la santé. Et puis le rôle, dans le fond, comment faire pour bien faire dans un contexte où on est vraiment un étranger engagé par un peuple qui décide de nous faire confiance. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. On a beau monter pour notre expertise, mais comment qu'on utilise cette expertise-là sans continuer tout l'aspect de la colonisation qui a vraiment mené ces gens-là à un état de santé qui est moindre que le reste de la population du Québec. Vraiment, je pense que quand on monte comme expert, il faut faire attention. Et puis, il ne faut pas présupposer que mes connaissances sont meilleures que les tiennes. Et puis, quand on monte comme expert, d'emblée, c'est pour ça qu'on monte. Fait que souvent, ça prend du temps avant de se rendre compte que ton expertise, c'est ça qu'ils veulent, mais il faut quand même savoir comment écouter, puis savoir comment s'adapter, puis comment être très flexible, puis très respectueux aussi du peuple qui t'accueille. Donc, je pense que je vais arrêter là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais ici. Alors, la patronne me dit qu'il reste peu de temps. On va prendre 5 minutes pour répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, on pourra terminer dans le couloir. C'est là que, généralement, on a les meilleures questions et les meilleures réponses. Alors, j'inviterai les personnes qui ont présenté, s'il vous plaît, à prendre votre place devant. On va prendre la première question. Vous pouvez attendre dans le couloir.
Oui. Un peu plus fort. Mais c'est parfait, vas-y. J'entends pas, je suis désolée. Une maladie infectieuse qui prévaut plus sur le territoire. On a des agents de proclamation qui s'occupent de la santé, des santé infectieuses, là, des maladies infectieuses. Ça serait plus vraiment le département de santé publique. On peut pas qu'il pourrait répondre à la question, mais je ne peux pas m'avancer trop sur les prévalences et tout ça. Là, mais c'est sûr qu'au niveau des ITSS, surtout, il y a de la surveillance constante là, par rapport à ça. La tuberculose. Tuberculose, c'est un problème majeur. On fait attention à. Là, je vois qu'il y a la professeure qui a le cours à 13h. Peut-être que je vais vous inviter à nous suivre dans le couloir. On va rester là quelques minutes. Je suis désolée. Mais merci d'avoir participé à cette rencontre. J'espère que ça vous a inspiré un peu à entamer ou débuter une carrière internationale. Merci, bonne journée.